Chers amis, chers collègues, chers actionnaires, bonsoir et bienvenue au Very Big Green Innovation Business Forum 2016. Le forum mondial des pollutions... Oh, pardon. Le forum mondial des solutions pour une croissance verte. Forum qui rassemble les entreprises d'aujourd'hui et de demain. Celles qui comptent et sans qui rien ne serait possible. Des entreprises qui ne laisseront jamais le changement climatique faire fondre leurs bénéfices. J'appelle les candidats. Tout d'abord, Monsieur Niakete. Oui, merci. Commissaire européen en charge du climat et de l'énergie. 2 fois ministre de l'Agriculture en Espagne et tellement d'autres fonctions que je ne peux toutes les énumérer ici. Monsieur Niakete, on l'applaudit, oui. Et puis Monsieur Poutanet. Oui, PDG de Total. Merci Luc. Total, c'est 189 milliards de chiffre d'affaires, bénéfice 8,4 milliards, et le salaire annuel de Monsieur Poutanet, 4 500 000 euros. On l'applaudit. Je vous en prie. Et puis Madame Guémour. Oui. Nathalie, merci de ta présence. Présidente de Général Electroc France. General Electroc, 143 milliards de dollars de chiffre d'affaires, bénéfice 14,3 milliards. On l'applaudit. Cher public, nous allons maintenant tester les capacités de nos candidats. Notre jeu consistera, grâce à un impitoyable coaching, à reverdir leur image. Ils devront affûter leurs arguments pour paraître écolo-compatibles dans les médias. Alors, avec les politiques, n'oublions pas qu'il suffit de nous engager. Cela ne coûte rien et ça les rassure. Alors, sachons tout mettre en œuvre pour qu'à l'issue de la COP22, la conférence mondiale sur le climat qui aura lieu en novembre à Marrakech, sachons donc tout mettre en œuvre pour qu'à l'issue de la COP22, comme nous l'avons obtenu en décembre à Paris, il n'y ait aucune mesure contraignante. Vous allez bien? Ah oui, vous avez chaud? Ben oui, nous avons tous chaud. Le climat se réchauffe, n'est-ce pas? Oui, enfin tout cela reste à prouver. Qui nous dit que ce ne sont pas tout simplement les rayonnements solaires? Oui, alors, je vous entends. Malheureusement, 97% des climatologues sont tombés d'accord sur le sujet. Oui, nous devons bien parler de consensus. Alors oui, il existe des gens comme Philippe Verdier, le valeureux présentateur météo de France 2. Mais regardez, le sort qui lui a été réservé. Alors, soyons pragmatiques et beaux joueurs. Et reconnaissons qu'en France, les climato-sceptiques se comptent désormais sur les doigts de la main. Eh oui, c'est comme ça. Je dis juste que Galilée était bien seul en son temps. Madame Guémour, ce type de positionnement n'est plus possible. Nous devons accepter la nouvelle réalité du monde et en tirer profit. Ce n'est qu'en connaissant la position de nos détracteurs que l'on pourra habilement s'y opposer. On nous reproche souvent notre entre-soi. Alors, surprenons-les et faisons entrer un loup dans notre bergerie. Mais rassurez-vous, un petit loup herbivore. Nous avons donc eu la courtoisie d'inviter comme sparring partenaire écolo, si l'on veut, Madame Aurélia Trouva, vice-présidente d'ATOC. Oui, madame, oui. Pour qu'elle nous dresse son tableau de la situation. Madame, je vous en prie, 3 minutes. Alors, je vais reprendre juste au démarrage. Le changement climatique, qu'est-ce que c'est? Donc, notre planète est entourée d'une couche de gaz sans laquelle les rayons du soleil rebondiraient en quelque sorte à sa surface comme sur un miroir. Ces couches de gaz, dites à effet de serre, ont permis à la vie de se développer sur Terre. Ah bah comme quoi l'effet de serre a du bon. Oui. Je continue. Simplement, notre consommation en énergie fossile depuis 250 ans, pour les besoins du transport, de l'agriculture, des industries, a provoqué une augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère et donc une aggravation de ce fameux effet de serre. Pire encore, les déforestations, pour cause de réaffectation des sols, est responsable à elle seule du quart des émissions de CO2 de la planète. Donc, en 100 ans, l'augmentation de la température a été à peu près de 0,85 degrés, mais les prévisions du GIEC, qui est le groupement intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, ça va, vous suivez? Oui. Prévoient une augmentation d'à peu près 3,2 à 5,4 degrés
d'ici 2100. C'est une mètre de conf, alors évidemment. C'est chiant. Oui, et puis qui serait contre quelques degrés de plus au mois de janvier? Voilà. Je continue. Les risques à prévoir. Alors, la fonte de la calotte polaire, qui va être responsable du montée du niveau de la mer, plus 50 cm d'ici 2100, et le réchauffement des courants atmosphériques et des courants marins, qui provoquent des risques de foudre accrue, des ouragans, des typhons, des raz-de-marée, des inondations, des canicules, évidemment, des chutes de neige, des incendies de forêt, enfin bref, tous ces dérèglements que nous connaissons déjà, qui provoquent et qui fragilisent surtout la faune et la flore, avec des extinctions massives d'espèces, 30%, qui fragilisent aussi les habitations. Il faut savoir que rien qu'en 2013, plus de 22 millions de personnes ont dû quitter leur domicile suite à des catastrophes dites naturelles. Et pour ne rien arranger, cette concentration excessive de gaz carbonique dans l'atmosphère acidifie les océans, ce qui dégrade le puits de carbone planétaire, ce qui accélère encore le changement climatique. Voilà la situation aujourd'hui. Je crois qu'il est assez évident que l'effort doit être général et qu'il est urgent de sortir d'une pure logique de profit. Oui, Merci, voilà. merci, On peut applaudir. Voilà. Oui. Je crois qu'on a compris l'essentiel, puis vous avez dépassé les 3 minutes. Je m'en occupe. Merci Madame Trouvard. Allez, merci beaucoup. Prenez place ailleurs, Madame Trouvard. Merci, Madame Trouvard. Merci. Voilà, merci beaucoup. Une réaction, messieurs, dames, sur ce qui a été dit? De toute façon, il est trop tard. Alors, autant continuer à profiter. Oui, et puis entre nous, les premiers frappés ne sont pas dans cette salle. Mais oui, C'est bien triste. la Micronésie. Des petites îles perdues, bon alors. Mais les Seychelles, quand même. Ah si, c'est dommage, Ah oui, c'est c'est cher. vrai. Ah oui, c'est dommage. C'est dommage. Et si nous devons reconnaître que le changement climatique est en marche, nous sommes bien forcés d'admettre que la seule réponse qu'il faudrait y apporter aujourd'hui pour l'endiguer devrait être sans concession. Radicale, extrême, douloureuse. J'aime pas ça. On n'est pas chez les soviets. Nous y voilà. Les États pourraient être tentés de choisir un système qui serait une véritable menace pour notre sacro-saint capitalisme. Un système contraignant, liberticide, voire égalitariste. Un système qui verrait la logique des altermondialistes triompher. Alors, gardons toujours à l'esprit les propos de notre égérie Ezargas. Ezargas a dit: un jour, en 2035, vous vous réveillerez dans un logement subventionné par l'État. Vous mangerez des aliments subventionnés par l'État. Vos enfants seront emmenés dans des autobus étatiques pour être endoctrinés dans des camps de formation, pendant que vous occuperez l'emploi que vous aura assigné l'État dans un sous-sol de votre quartier, planifié en fonction des transports en commun, parce que vous n'aurez pas de voiture. Et qui sait comment vos parents vieillissants seront placés? Mais à ce moment-là, il sera trop tard. Réveillez-vous. Mais oui, Si, elle a raison. si. Réveillons-nous. Avons-nous d'autre choix que de lutter? Non. Alors acceptons la bataille. Mais soyons malins. Laissons les écolos croire que nous partageons leurs préoccupations. En route pour notre grand jeu des gagnants. Les règles du jeu sont simples. Chacun des candidats sera évalué à l'aide d'une question relative au changement climatique. Celui qui sera le plus convaincant, dans son rôle d'ardent défenseur de l'environnement, emportera la victoire. Mais pour contrer leur adversaire et gagner 2 fois plus, c'est-à-dire 2 millions d'euros, les autres candidats peuvent à tout moment entrer dans le jeu en brandissant un poireau, emblème de l'école de service. Allez, un poireau, un poireau, un poireau. Et en même temps qu'ils brandissent le poireau, c'est une nouveauté pour l'édition 2016, ils devront émettre le cri d'un animal en voie de disparition. Vous êtes prêts? Oui. Qui a dit? Soyez féconds et prolifiques. Remplissez la terre et dominez-la. Soumettez les poissons dans la mer, les oiseaux dans le ciel. Dios! Dios! Ouais, Bravo! Oh, mais oui, évidemment, il est espagnol, je suis. Monsieur le commissaire européen, allez vous asseoir, je vous en prie. Prêt pour le combat? Si. L'affrontement sera total. Si. Une fois assis, je serai sans merci et incorruptible. Oui. Les autres, vous n'oubliez pas, le poireau et le cri d'animal quand vous voulez. Monsieur Niakete, Si. vous êtes commissaire européen en charge du climat et de l'énergie.
Pourtant, vous avez dirigé 2 entreprises pétrolières en Espagne. Alors comment avez-vous réussi ce formidable tour de passe-passe? Bah, quel tour de passe-passe. Mais j'ai quitté ces postes lorsque je suis devenu ministre en Espagne. Ah oui. Si. Mais certains disent justement que vous étiez très lié avec ces industries pétrolières, par le biais de vos beaux-frères, et aussi avec l'industrie agroalimentaire, par le biais de votre femme. Des ONG disent même que... en fait... Non, on ne va pas recommencer avec ces ONG. Sérieux, il faut nous convaincre. On continue. On peut toujours mettre des gens incompétents au pouvoir, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Nous sommes les mieux placés. Enfin, je veux dire, les responsables de ces entreprises pétrolières sont les mieux placés pour répondre aux difficultés dues à la pollution. Ils ont pour eux l'expertise, la technicité, l'expérience. Tenez, rappelez-vous la crise financière de 2008, après l'explosion de la boule. La boule. Hein? La boule. Oui, c'est la boule, la boule. La bulle. C'est la boule de 2008. Bien, après l'explosion de la boule, ce sont les responsables de cette crise que nous avons appelés à l'aide. Et nous avons bien fait. Nous nous portons encore mieux qu'avant. Ah oui! Prise de poireaux avec le loup rouge. En effet, en voie de disparition. À vous la place de l'école de service. Monsieur Niakete, J'ai- est-il vrai que vous avez obtenu votre poste de commissaire européen au climat et à l'énergie grâce au soutien des socialistes? Et qu'en échange, votre groupe, qui est de droite, ai-je besoin de le rappeler, a voté pour qu'un socialiste, Monsieur Moscovici, pour ne pas le nommer, obtienne le poste de commissaire européen à l'économie. Bah, c'est de la politique. Ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. Je vais choisir de ne pas répondre à cette question. Oh, argument validé! Bien joué, monsieur Niakete. 1 million d'euros! Et puis, vous savez, il est compliqué de tenir un débat avec une femme, car montrer de la supériorité intellectuelle pourrait paraître sexiste. Oh, toujours aussi mordant, Arios! Chers amis, chers actionnaires, en route pour le 2e round! Vous êtes prêts? Qui peut citer 5 financeurs privés ou futurs mécènes de la COP22? Je sais, Oui. 16 environnements. Ikea, LVMH, Google, Renault Nissan. Ouais, bravo, monsieur Poutanet, allez vous asseoir, je vous en prie. Monsieur Poutanet, je vous en prie. Salaire annuel pour le plaisir, 4 500 000 euros. Chiffre d'affaires de Total, 189 milliards d'euros. 8,4 milliards de bénéfices, dont 58% reversés en dividendes aux actionnaires. L'exercice est périlleux pour vous, monsieur Poutanet, puisque vous êtes un extracteur d'énergie fossile. Attention, il s'agit d'une question piège pour votre image verte. Vous êtes prêts? Ouais. Qu'est-ce que le torchage, monsieur Poutanet? Eh bien, il s'agit d'une simple opération technique. Lors de l'extraction du pétrole, il se dégage un gaz. Nous sommes obligés de brûler ce gaz pour mieux extraire le pétrole. Vous savez, dans l'imagerie populaire, on se représente souvent un puits de pétrole avec une grande flamme. Eh bien, il s'agit de ce gaz que nous brûlons. Dans le métier, nous disons que nous le torchons. Et voilà. Voilà tout. Voilà tout. Que vous le torchez. Oui. Pourtant, le torchage que vous pratiquez en Afrique pollue l'air, acidifie les pluies, au point que les toits en tôle ne résistent pas, au point que les gens ne peuvent plus consommer ni l'eau de pluie ni celle des sources. Et puis des milliers d'insectes viennent se brûler la nuit sur ces torches géantes, ce qui fait que les fleurs ne sont plus pollinisées. En un mot, votre torchage est une véritable catastrophe pour l'environnement et pour les populations du delta du Niger. Alors que répondez-vous? Voilà tout. Excusez-moi, c'est complètement hors sujet. Ces histoires de fleurs, d'insectes, n'ont rien à voir avec le réchauffement climatique. Bien tenté mais refusé. Bah pourquoi? Vous savez aussi bien que moi que le torchage est responsable d'une quantité pharaonique d'émissions de CO2. Écoutez, je connais mon métier. On ne pouvait pas, on ne peut pas faire autrement. Cependant, Total est une entreprise
qui a conscience de ses responsabilités. Et nous nous sommes engagés à cesser le torchage en 2030. Bon, je sais, c'est un horizon qui peut paraître lointain, comme ça, pour vous. Mais c'est ainsi. Vous êtes marrant, mais évidemment, si c'était possible, si ça avait été possible de cesser le torchage avant, nous l'aurions déjà fait. Alors, bien pour le ton assuré. Mais sur le fond, il manque d'arguments. On continue. Certains disent justement que l'on aurait pu faire autrement. Qu'il existait déjà des méthodes pour dégager moins de gaz. Et surtout, que ce gaz, il aurait été possible de le récupérer pour le vendre et le mettre à la disposition des populations environnantes. Les 40 milliards de tonnes de gaz torchés et gaspillés chaque année en Afrique auraient suffi à la moitié de la consommation d'énergie du continent africain. Non, mais vous êtes bien gentil. Vous ne vous rendez pas compte. Cela réclamerait des investissements énormes pour une rentabilité ridicule. N'importe qui de sérieux vous dirait que ce serait une perte de temps de s'occuper du gaz là où il y a du pétrole. Vous considérez le réchauffement climatique comme une perte de temps? Bon, écoutez, je dois faire face à la concurrence, qui est dure, vous savez. Et puis, il faut être réaliste. À la fin, je dois aussi m'occuper des intérêts de mes actionnaires. Donc, baisser les coûts de production au maximum. En revanche, si les États acceptent de nous donner des aides pour ces investissements, alors là, nous sommes tout à fait prêts à faire des efforts. Luc, ça c'est énorme. Total ne peut pas demander des aides à un État. Pourquoi pas? Vous dégagez plus de 8 milliards de bénéfices. Vous en redistribuez 58% à vos actionnaires. À la rigueur, allez, si vous donniez 15-20% aux actionnaires et le reste à l'innovation, je ne dis pas. Mais 58% aux actionnaires! C'est la preuve que vous êtes en super forme économique. Il ne peut pas demander à des États endettés qui lancent des plans de rigueur de faire des efforts à sa place. Nous l'avons déjà fait dans d'autres domaines. Comment ça? Total a réclamé et obtenu des crédits d'impôt supplémentaires du gouvernement britannique grâce à la chute du prix du pétrole. Et en France, on a obtenu 200 millions d'aides publiques et de crédits d'impôt simplement pour la recherche. Comment ça? Un peu avant que nous annoncions des chutes d'effectifs en France et en Angleterre. Attendez, je récapitule. Il fait plus de 8 milliards de bénéfices. Il en redistribue plus de la moitié à ses actionnaires. Il ne paie aucun impôt sur les sociétés en France. Il délocalise ses emplois de France en Arabie Saoudite ou ailleurs pour ne plus avoir de syndicats. Et il a touché des aides publiques. Oh mais c'est génial! Viens dans mes bras! Mais oui! Ah c'est magnifique! Monsieur le commissaire européen, Si. ça va? Si, je veux jouer à l'école de service, moi aussi. Ah. Alors, j'ai voulu imiter le cri du gecko oreiller. Ah. Malheureusement, je n'ai aucune idée de son cri. Ah si. Si. Je vous en prie, faites-vous plaisir. Bien. Monsieur Poutané, Oui. passons aux choses sérieuses. Prenons l'exemple de la Norvège, qui est la preuve qu'avec de la volonté, on peut faire autrement. Car eux ont fait les investissements pour récupérer le gaz et le commercialiser. Résultat, ils ont le taux de torchage le plus bas de la planète. Avant même de passer aux énergies renouvelables, Tatar aurait pu, pendant toutes ces années, moins produire de gaz à effet de serre. Salopard. Allons, monsieur Poutané, on se détend, on se défend et on joue le jeu. Mais c'est différent. Il s'agit d'une compagnie appartenant à 70% à l'État norvégien. C'est une compagnie nationale. Les Norvégiens étant très sensibles sur le sujet, l'État a voulu donner une bonne image. Vous voulez dire qu'il aurait mieux valu vous nationaliser? Non, pas du tout. C'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Non. Voici venir l'arbre de l'orage, l'arbre du peuple. Ces héros montent de la terre comme les feuilles par la sève. Pablo Neruda. Si, La Pablo. poésie aussi est une espèce en voie de disparition. Oh oui, double poireau, magnifique! Ah, les charognards. Monsieur Poutané, non seulement cette compagnie norvégienne est moins polluante que la vôtre, mais en plus une partie de ses bénéfices alimente les caisses de l'État norvégien. Autrement dit, l'argent du pétrole norvégien est indirectement transformé en écoles, en hôpitaux, en routes. Il profite aux Norvégiens. Alors que l'argent du pétrole que vous avez extrait au Gabon et au Nigeria
n'a pas vraiment profité aux populations. Celles d'Afrique, n'en parlons pas, mais même pas à celles de France, puisque vous ne participez même pas à la solidarité de l'impôt. Madame Guémour, c'est exactement ça, le ton est bon. Moi aussi, moi aussi. Et si l'on reprend l'exemple de cette compagnie norvégienne, elle a trouvé du pétrole en mer du Nord. Et c'est-à-dire là où les conditions d'extraction sont les plus compliquées, les plus chères de la planète. Et pourtant, eux ont fait les investissements. En comparaison, vous n'avez aucune excuse pour le travail de cochon que vous avez fait en Afrique, ah oui, oui, avec des fuites de gaz dans tous les coins, hein, Fuite de gaz à effet de serre, bien entendu. alors que vous aviez des coûts de production beaucoup plus faibles. Mais c'est complètement différent. Les Norvégiens ont trouvé le pétrole chez eux, alors forcément ils font gaffe. En France, depuis toujours, les fuites de gaz, le torchage a lieu dans nos colonies. Oh non, qu'est-ce que je veux dire dans nos anciennes colonies. Enfin, dans d'autres pays, quoi. Pas chez nous, chez des étrangers. Mais non, c'est parce que c'est une question de tradition aussi, hein. Au siècle dernier, l'armée française brûlait des villages entiers. Aujourd'hui, nous torchons les moustiques. Il y a du progrès. Enfin, Luc, il n'est plus possible de tenir ce genre de discours. Ah oui, ressaisis-toi et recadre sur l'environnement. L'extraction propre, par exemple. L'extraction propre. Mais qu'est-ce que vous croyez avec votre compagnie norvégienne, là? Même si elle est un peu plus éthique, oui, c'est vrai. Même si elle fait un peu moins de torchage. C'est de la petite nuance, tout ça. L'extraction propre, cela n'existe pas. Vous leur faire jouer la concurrence écolo entre les compagnies pétrolières avec la taxe carbone, la bonne blague. Si vraiment vous voulez être efficace avec le réchauffement climatique, alors efficace comme moi je suis efficace avec les dividendes de mes actionnaire. Si vraiment vous voulez du chiffre, du résultat, là, de la vraie baisse de gaz à effet de serre, faudrait pas décoller. Faudrait réduire l'extraction. Laisser sous terre au minimum un tiers des énergies fossiles. Toutes les études du GIEC le montrent. Tout le développement durable, toutes les innovations du développement durable ne tiennent pas la route si à côté de ça, on ne réduit pas la consommation de pétrole. Mais quel aveu fatal! Vous venez de perdre toute votre mise! Madame Générale Electroc, monsieur le commissaire européen, 1 million d'euros! Oh là 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 là! Oui, mais j'aurais pas dit ça devant les médias, je suis pas taré non plus. Oh là là! Ah voilà! Ah mais ouais, c'est Luc! C'est un sanguin! Et pourtant, il avait l'arrogance et l'aplomb nécessaire pour en imposer, mais voilà, c'est un sanguin. Il ne doit pas être déçu. Il doit juste apprendre à garder son sang-froid. Et ça, c'est valable pour nous tous. Il faut savoir enrober, arrondir les angles, omettre de dire, omettre de dire certaines choses. On ne peut pas tout dire. Il ne faut surtout pas tout dire. Oh oui. Et notre jeu continue avec 2 nouveaux candidats. Nous allons accueillir maintenant Monsieur Pereira, le PDG de Ballet, entreprise minière brésilienne, ah ouais, qui n'a rien à envier aux plus grandes multinationales, parce que Ballet, c'est 38 milliards de chiffre d'affaires pour 15,3 milliards de bénéfices. Nous accueillerons également Madame Mistralet, PDG d'EDF Puez. Angine. Oui, nous avons changé le nom de la marque. Nos DIRCOM ont trouvé que ça ferait plus... Malade. moins service public. Ah, c'est vous qui décidez. Madame Mistralet, PDG d'Angine, donc. Et Angine, 81,3 milliards de chiffre d'affaires, 3,8 milliards de bénéfices et... salaire annuel de Madame Mistralet, 3 500 000 euros. En route pour le 3e round. Je vous le rappelle, même si je sais que vous avez suivi cela des coulisses, que vous pouvez saisir à tout instant le poireau et émettre un cri d'animal. Et le jeu continue avec... Ouais, Madame Mistralet. Je vous en prie. Une fois assis, je serai tel un journaliste de gauche. Madame Mistralet, pensez-vous représenter l'avenir de l'énergie?
peu. Ah, ne soyez pas modeste. Ou peut-être préférez-vous rester discrète? Je ne vous suis pas. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en Chine est reconnue championne mondiale des centrales polluantes au charbon. Comment cela? Vous possédez l'un des parcs les moins performants au monde du point de vue environnemental, avec des centrales subcritiques à la pelle qui enfument la planète. Non, n'exagérons rien. Madame Mistralet, vous n'avez qu'une minute pour rassurer vos investisseurs et reverdir votre image. Je sais. Je profite d'un nouvel outil financier créé par les banques et appelé obligation verte. Ouais, c'est-à-dire? Ah, c'est très simple et très très pratique. Il s'agit de prêts sur le long terme que m'accordent des investisseurs soucieux de l'environnement. Oui, mais pourquoi à vous? Parce que je leur présente rapidement un package plein de projets verts, extension de la centrale photovoltaïque de Catilina en Californie, création de l'ensemble éolien catalan, le plus gros projet français en matière d'éolien. Mais vous faites ça, vous? Pour mon image. Mais dissimulé dans ce package se trouvent d'autres projets beaucoup plus polluants. Par exemple. Méga barrage hydraulique de Girao en forêt amazonienne. Et une fois les fonds levés, vous piochez la construction du barrage, qui détruira les écosystèmes et personne ne le saura. Et ça passe? Sans aucun problème. Oh, magistral! Mais j'admire ce double discours! 1 million d'euros! Oh oui, oui! Mais oui! Elle a raison! La financiarisation du changement climatique est une opportunité inespérée. La création de nouveaux produits sur le marché ouvre de fabuleuses perspectives de profit. Allez, ça s'accélère! À votre tour, monsieur Pereira! Je vous en prie. Vous êtes prêts? Le gorille! Oui. Ah ben oui, en effet, en voie de disparition. Oh ben je vous en prie! Monsieur Pereira, vous exploitez les sols. Comment justifiez-vous la privatisation de la planète et de ses ressources? Mais privatiser la planète, c'est lui donner de la valeur. Et lui donner de la valeur, c'est la respecter. Qui n'a pas écrasé une petite fourmi dans sa vie? Ce n'est pas bien, mais on le fait tous. Eh bien, si cette petite fourmi valait quelque chose, on la respecterait plus. Cela semble évident. D'ailleurs, votre entreprise a bien compris la valeur de la nature et a reboisé quelques 50 000 hectares d'arbres. Oui, et nous devrions en replanter 70 000 supplémentaires, toujours dans la forêt amazonienne. Nous avons d'ailleurs obtenu le prix d'excellence verte avec ce reboisement. Est-ce cela, ce qu'on appelle les crédits carbone? Pas exactement. Les crédits carbone permettent de mesurer les émissions de gaz à effet de serre des entreprises. Un crédit carbone correspond à une tonne de CO2 non émise. Chaque entreprise se voit attribuer un quota à respecter. Si elle n'a pas dépassé son quota, elle peut vendre des crédits carbone. Si elle l'a dépassé, elle peut en acheter. Un outil financier réellement au service de l'entreprise. Oui, et pourtant certains appellent cela un droit à polluer. Oui, cela permet de polluer plus quelque part, mais si en amont, on a pollué moins autre part. Et au final, le degré de pollution globale sera, au mieux, le même. Oui et non. Bon, car si l'on reprend l'exemple de notre entreprise, on reverdit la forêt amazonienne. En replantant des monocultures d'eucalyptus en lieu et place d'une forêt millénaire. C'est une question? Richard, je dois répondre? Ah bah oui, c'est le jeu. Si tu ne réponds pas, elle empoche 2 millions. Les eucalyptus sont aussi de beaux arbres. Et grands. Et ils sont la nourriture quasi exclusive des koalas. Des koalas? Excusez-moi, mais... Il y a des koalas en Amazonie? Je croyais qu'il y avait des koalas qu'en Australie. Je ne sais pas. Madame, vous êtes incisive. Avez-vous une autre question pour le PDG de Ballet? Oui. Avez-vous été honoré que votre entreprise ait reçu en 2012 le titre de pire société de la planète? Honoré. Scandalisé, oui. Que de sombres inconnus se soient fait de la pub sur notre dos.
Quand vous dites de sombres inconnus, vous pensez sans doute à Monsieur Joseph Stiglitz, le prix Nobel d'économie. Oh, fais chier, tu connais trop bien le dossier. Oh. J'ai pas potassé, moi. Oh là là, madame, vous êtes tel un torrent de boue. Vous avez fait sauter le barrage brésilien. Allez, Joao, on essaye. Quelque chose. Bon, alors oui. On nous accuse de conditions de travail inhumaines. On nous accuse de pillage de biens publics, d'exploitation impitoyable de la nature. On nous accuse de profiter du changement climatique. Mais je vous pose la question, ou plutôt, je vous l'affirme, les yeux dans les yeux, avec toute ma sincérité. Je ne connais pas d'entreprise minière qui ait autant fait pour le développement durable que Balai. Et je vous pose la question, mesdames et messieurs, objectivement, si nous avions commis de tels actes aussi terribles, serais-je assis là, parmi vous, aujourd'hui, sur ce banc, et non sur celui d'un tribunal? Bien sûr que non, mais quel talent! 1 million d'euros! Allez, stop, c'est bon. Madame la Trouva. lumière, merci. Madame Trouva! Si on s'est bien amusé, non, mais franchement, évidemment qu'il devrait être derrière les barreaux. Ce monsieur profite du vide juridique pour mener ses petites affaires d'un pays à l'autre. Mais, monsieur Pereira, le jour où les atteintes à l'environnement seront du ressort de la Cour pénale internationale, et on attend beaucoup du procès Monsanto pour ça, ce jour-là, vous serez objectivement derrière les barreaux. Et celles et ceux qui préfèrent regarder ailleurs ne sont pas non plus si innocents que ça. Hein. Oh mais ça suffit. Quoi? Faut arrêter de nous culpabiliser tout le temps comme ça. Enfin, chacun fait comme il peut. Et puis, il faut bien faire tourner l'économie. Hein. Moi, je participe. Hein. Je donne au WWF et à Médecins sans frontières. Moi aussi, je donne au Secours populaire. Mais je veux pas faire plus avec la maison, les mômes, le travail qui rapporte des clopinettes. Dois-je me sacrifier pour que la nature survive? Non, on ne demande pas de se sacrifier, hein. On demande peut-être un peu de changer nos habitudes, c'est tout. Aller moins au supermarché, s'inscrire à une AMAP, ça fait du bien aux tomates qui font moins de circulation, et puis ça fait moins d'argent pour les multinationales. Hein. Exactement. Une AMAP? Oui, l'association pour le maintien d'une agriculture paysanne. C'est un contrat entre des consommateurs et un fermier local, et avec un engagement financier annuel, eh ben, on peut maintenir une agriculture à taille humaine et supprimer les intermédiaires. Parce que vous pensez que c'est parce que je vais consommer des courgettes tout l'été que ça va résoudre le problème du réchauffement climatique? Non, monsieur, personne ne dit ça. Mais oui, les actes citoyens regroupés en collectif font boule de neige et influent sur les multinationales. Et en tant que petit porteur, vous avez la possibilité d'être acteur de votre entreprise, donc d'améliorer son comportement. Et de toute façon, en tant que citoyen et citoyenne, eh bien nous avons tous la lourde responsabilité de ne pas fermer les yeux sur les malversations récurrentes de beaucoup d'entreprises. Nous sommes beaucoup plus nombreux qu'eux. Si nous avançons ensemble et que nous faisons entendre bruyamment notre voix, ils reculeront. Aujourd'hui, seul notre individualisme leur permet encore de continuer. Ah, Madame Trouva, je suis beau joueur, hein, car je vous ai laissé continuer. Même si vous n'avez pas respecté les règles du jeu. Hein. Mais si un jour, ils cherchent quelqu'un à lutte ouvrière, je leur parlerai de vous. Non, mais plus sérieusement, les gens n'ont plus le temps à perdre avec l'écologie. Et nous non plus, d'ailleurs. En route pour le 4e round. Nous allons accueillir Monsieur Bichon, lobbyiste en chef de chez Peugeot, grand Manitou de l'industrie automobile et bientôt débauché par Volkswagen. Merci, Monsieur Pigeot, de votre présence ici. Écoutez, on me dit depuis 1 heure, gentiment, il est vrai, de patienter pour me joindre à vous afin, soi-disant, de ménager le rythme du jeu, mais là, je n'y tiens plus. Je suis prête, lancez-moi un défi. Mesdames, Messieurs, ai-je besoin de vous présenter Philomène Régal, ministre de l'écologie et numéro 3 du gouvernement français, présidente de la COP21 maintenant. Elle doit sa présence parmi nous à sa grande capacité d'adaptation. Une communicante comme on n'en fait plus. Un exemple à suivre pour nous tous. Monsieur Bichon, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, Madame la Ministre... oui, merci Monsieur Bichon, merci. Madame Régal, en tant que représentante de la vie publique, pouvez-vous nous dire ici comment vous comptez vous y prendre
pour concilier une politique environnementale qui se veut ambitieuse avec les nécessités de croissance portées par les entreprises. Je vais vous le dire. En tant que femme de gauche, je sais bien, et toute ma classe politique avec moi, que, comme l'a dit un illustre penseur humaniste, notre mode de vie n'est pas négociable. Ah, c'est le président américain George Bush père qui a dit ça. Quelle importance. Nous devons tous manger, n'est-ce pas? Nous déplacer, consommer. Il n'y a pas d'alternative. Ah, Margaret Thatcher, de mieux en mieux. Écoutez, là n'est pas la question. Ce que je veux dire, c'est que mon devoir en tant que représentante de ma classe politique, mon devoir est de chercher à préserver nos privilèges, nos habitudes de vie, nos acquis sociaux, tout en me préoccupant de l'avenir de nos enfants. Et c'est pourquoi je fais confiance aux femmes et aux hommes qui cherchent, qui inventent, qui innovent, qui créent de la richesse, à tous ceux qui entreprennent pour trouver les bonnes réponses. Ils ont pour eux l'expertise, et je les crois, quand ils nous disent avoir des visions, des idées pour une croissance verte, la croissance verte, des gagnants-gagnants. Oh, Madame Régal, quelle verve! Je n'aurais pas dit mieux. Mais soyez plus précise. Quelles innovations comptez-vous défendre exactement? Mais toutes celles qui ménagent la croissance et préservent la planète. Je trouve, par exemple, l'initiative de balai exemplaire. Voilà une entreprise qui se porte bien, tout en œuvrant pour le bien commun. Vous n'êtes pas sans savoir que Ballet a reçu le titre de pire entreprise au monde. Écoutez, je ne me soucie pas de ce qui se dit à droite, à gauche. Je suis à mon poste, moi. Et je souhaite revenir sur ces innovations. Je suis très intéressée par toutes les technologies de captation carbone et les crédits qui les accompagnent, bien sûr. Reboisement, pulvérisation de soufre dans l'atmosphère, fertilisation ferreuse des océans. Ah, Madame Régal, vous pourriez développer sur la fertilisation ferreuse des océans, par exemple? Oui, c'est génial. Il s'agit de saupoudrer les océans de quelques tonnes de poussière de fer afin de stimuler la population de phytoplancton à même de capturer le gaz carbonique. Ouais, Madame Régal, ce procédé ne fonctionne que pendant 2 semaines et accélère l'acidification des océans. Vous ne pouvez pas l'ignorer. C'est comme la fertilisation ferreuse, la pulvérisation de soufre, dans l'atmosphère. Ça crée des problèmes environnementaux, ça crée de graves problèmes de santé, et vous oubliez quand même de dire que pour bloquer 2% du rayonnement solaire, il faut des millions d'heures de vol et donc brûler des milliers de tonnes de kérosène. Alors, polluer plus pour réduire les effets de la pollution, quel programme! Madame Trouva, Oui. je vous ai déjà fait un rappel à l'ordre. Alors là, ce sera le dernier, où je vous fais sortir. Ça ne sera pas nécessaire, nous sommes toutes oui. Nous? Qui nous? Ne vous croyez quand même pas qu'il n'y a que des actionnaires dans la salle. Vous ne pensez pas que les citoyens et les citoyennes vont vous laisser mener vos petites affaires quand il s'agit de leur bien et de leur avenir? Excusez-moi. Oui. Rien ne vous empêche légalement d'assister à notre forum. Il suffit d'acheter une action. Eh oui. Mais n'entravez pas le jeu et laissez les entreprises trouver leur solution. C'est exactement ce que je dis. La solution est dans la science. Oui, c'est ça. La solution dans la dans sorte. S'il vous plaît, science. jingle! Monsieur Bichon, a priori, vous serez notre dernier candidat. Monsieur Bichon. Je vous en prie. Monsieur Bichon. L'Indien? Oui. Ah ben oui, l'Indien. En effet, en voie de disparition. Oh, je vous en prie. Quel panache. Oh là là. Madame Régal et Monsieur Bichon en duel. L'homme qui murmure aux oreilles des politiques face à l'imprévisible Madame Régal. Ah, quel programme. Monsieur Bichon, partagez-vous l'opinion du PDG de Peugeot concernant le diesel lorsqu'il affirme qu'il est notre meilleur ami car c'est lui le plus efficient pour lutter contre le dérèglement climatique? Oui, et je vous remercie de rappeler cette évidence. Peugeot est leader mondial en ce qui concerne les moteurs diesel. L'industrie automobile est un acteur majeur de notre économie. Sa fiscalité avantageuse ne devrait-elle pas être étendue à l'essence? Madame Régal, vous devez le contrer et non pas jouer dans son sens. Ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. Madame, c'est une belle proposition que vous faites. Et la puissance publique que vous connaissez un peu, vous direz qu'elle n'en a plus les moyens. En effet. D'ailleurs, la Cour des comptes en 2013 dénonçait déjà l'absence de taxes dont bénéficient le gazole et le kérosène, accusant la France de privilégier ainsi le pollueur payé plutôt que le pollueur payeur. Oui, écoutez, la Cour fait des rapports, heureusement personne n'en tient compte.
L'OMS, quant à elle, a classé en 2012 les moteurs diesel comme cancérogènes certains. Cela vous a surpris? Écoutez, c'est une donnée à ne pas négliger, mais il faut laisser du temps au temps. Du temps! En 1983, j'étais alors chargée de mission au secrétariat général de la présidence de la République. Ça date. Le professeur Roussel, chef de service à l'hôpital Bichat, déclarait déjà qu'il fallait limiter au maximum les émissions de particules du fait des risques cancérogènes. Alors 32 ans, c'est suffisamment de temps? Oui, et Monsieur Aubier, professeur aussi à l'hôpital Bichat, lui, assure que la pollution atmosphérique n'est pas si cancérogène. Ah oui, vous voulez sûrement parler de Monsieur Michel Aubier, qui a oublié de déclarer devant le Sénat qu'il est entre autres médecin conseil du groupe Tapal pour un salaire de 60 000 € par an. Ouais, écoutez, si le diesel était si nocif pour la santé, pouvez-vous m'expliquer pourquoi le parc automobile français est passé de 3 à 60% de voitures particulières roulant au diesel? Parce que des lobbyistes comme vous font très bien leur travail et que rien ne bougera tant qu'on ne s'attaquera pas aux industriels. Vous voulez donc détruire des emplois? Non, je veux sauver des vies et éviter 42 000 morts prématurées par an en France. Alors peut-être auriez-vous dû être ministre de la Santé, Madame Régal. Vous êtes très drôle, Monsieur Bichon. Merci. Mais revenons à la lutte contre le dérèglement climatique. Oui, le diesel émet moins de CO2 que l'essence, mais il émet également du dioxyde d'azote, un autre gaz à effet de serre. Mais là, c'est vraiment un détail, il encrasse les artères, le cœur et les poumons. Oui, mais nous avons mis au point de nouveaux filtres à particules. Oui, parlons-en. Ils n'ont aucun effet sur les particules fines, celles qui pénètrent au plus profond de l'organisme. Oh, monsieur Bichon, vous êtes dans les cordes là. Vous jetez l'éponge? Non, il faut bien continuer à aller de l'avant, et puis le diesel, on nous l'envie partout dans le monde. Ah, c'est une blague. Il n'y a quasiment plus de diesel au Japon. La majorité des pays européens prend des mesures restrictives. Il est interdit à Tokyo, Milan, Athènes et dans de nombreux États des États-Unis. La Chine ne veut même pas en entendre parler. Vous avez raison, c'est un vrai produit d'avenir. Bon, alors qu'est-ce que vous préconisez, Madame Régal? Dites-moi, un retour à la cueillette et à la chasse en peau de bête? Ou peut-être, dites-moi, un voyage à Delhi pour apprendre à rester zen? Ah, Delhi, vous ne pouviez choisir de meilleurs exemples. L'air y est tellement pollué que les gens y meurent par milliers. Et les médecins démunis préconisent tout simplement de quitter la ville. Oui, bon, c'est bien triste. Mais que pouvons-nous y faire? À votre avis, il y a 8 millions de voitures individuelles à Delhi et 1400 de plus chaque jour. Y aurait-il un lien? Ce n'est pas prouvé. Oui, c'est votre petite marge de manœuvre. Enfin, réveillez-vous. Ou plutôt, réveillons-nous. Car même les élites commencent à tomber. Et plus personne ne peut se mettre à l'abri de la pollution atmosphérique. L'air ne s'achète pas! Oui, l'air ne s'achète pas. Argument massu. Round gagné. 1 million d'euros. Madame Régal, vous étiez saisissante de vérité. Presque trop même, hein. On aurait dit l'autre taré de José Bové. Madame Trouvard. Fils de poireau avec l'espèce humaine, bientôt en voie de disparition vu votre attitude. Je vous soumets le rapport de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. J'avais expressément demandé qu'on l'enterre, ce rapport. C'est quoi l'ADEME? C'est une ONG gauchiste? Non, monsieur Bichon, l'ADEME est un établissement public sous tutelle de l'État français. Madame Régal, qu'est-ce que cela veut dire? Et si je m'étais douté des résultats de cette enquête, il est évident que je ne l'aurais pas commandé. Hein. Tout le monde sait que je porte l'atome dans mon cœur. Et... Oui, mais si c'est l'État français qui a commandé ce rapport, il risque de passer pour objectif aux yeux des gens. Ah oui, ça c'est sûr. On ne va pas me soupçonner d'avoir soufflé aux scientifiques que l'on pourrait se passer du nucléaire. Si c'est pas vous qui leur a soufflé, qui? Mais personne. Ce sont seulement des scientifiques et des experts qui ont fait leur travail. Et si Mediapart n'avait pas pu publier les résultats, eh bien, ils seraient restés aux oubliettes. Hein. Est-ce si grave? Que dit ce rapport exactement? Alors, monsieur Bichon, ce rapport dit que pour la France, cela coûterait beaucoup moins cher d'investir dans les énergies renouvelables plutôt que dans la rénovation du nucléaire, que pour les consommateurs, l'électricité produite à 100% par les énergies renouvelables ne coûterait pas plus cher que celle produite par les énergies fossiles ou nucléaires, et enfin que la France a un potentiel énorme sur son propre territoire dans les énergies renouvelables.
Oui, Madame Pova, est-ce que les résultats de ce rapport ont été validés Absolument. par un comité scientifique? Absolument. Alors qui ça va être? Des gauchistes? Genre ETEC et compagnie? Vous allez être surpris, c'est page 3. SRU, Météo Franc, AIE, Tatal. Merci, Madame Pova. Luc! Monsieur Poutanet! Monsieur Poutanet! On a le rapport de l'ADEME entre les mains. Qu'est-ce que Tata vient faire dans ce rapport là? Mais tu tiens plus tes gars ou quoi? Écoutez, mes experts me disent que le rapport est sérieux et fiable. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais que tu les fasses taire! Mais voilà ce que tu aurais dû faire! Un rapport dit que l'on peut se passer du nucléaire et des énergies fossiles pour produire l'électricité et toi tu laisses passer? C'est-à-dire que sur ce coup-là, j'avais pas grand-chose à perdre. Le pétrole et le gaz ne représentent que 3% de la production d'électricité en France. Ah, alors attendez. J'ai là le rapport allemand de la Fraunhofer pour vous, monsieur Poutanet, qui indique que le solaire en Europe pourrait coûter moins cher que toutes les autres productions d'électricité réunies. Ah, je vous passe les avis de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, qui indique que d'ici 2040, si l'on ne fait rien, les gaz à effet de serre liés à l'énergie vont augmenter de 20%, et qui préconise donc d'investir plus de 350 milliards d'euros, j'ai bien dit 350 milliards d'euros, dans les énergies renouvelables, tout en coupant progressivement les subventions aux énergies fossiles. Je vous laisse trouver des arguments. Où mettrez-vous les compteurs? Luc. Là, tu es mal. Hein. Les énergies fossiles représentent 67% de l'électricité produite dans le monde. Si des rapports comme ceux-ci là se multiplient, tu risques de perdre beaucoup. Hein. Alors, allez, au boulot, là, trouve-nous quelque chose. Trouve-nous quelque chose. Vous êtes marrant. Allez. Je sais pas, moi. Oh, si, je sais. Est-ce que vous savez que l'on retrouve des oiseaux morts dans les pales des éoliennes? Non, mais tu peux pas dire ça, on te rira au nez. En comparaison des millions d'oiseaux morts dans les marées noires. Bah, vous voulez quoi? Le retour à la bougie? Alors? Et on te répondra au contraire que le durable nécessite de nouvelles technologies, alors que le pétrole est une énergie du passé. Total crée des richesses, des milliards de profits. Non, mais après le scandale de l'évasion fiscale, les gens ils en auront rien à foutre de ta création de richesse. Elle fout le camp à l'étranger ta richesse. Total crée des emplois. Oh, Luc, tu as réduit de 14% tes effectifs en France depuis 2007. Il en reste 86. De 14%, Luc. Alors que l'énergie renouvelable va produire des emplois sur place. Trouve-nous quelque chose de cohérent. Je sais pas, moi, cohérent. Ah, si, je sais, ça marche, à tous les coups, ça. Total contribue à la puissance de la France. Mais non. Non. Si, ça marche. Mais ça ne marchera plus longtemps. Les crises pétrolières nous montrent bien que l'OPEP ne tient pas les couilles. Et je vais... C'est vrai, ça. Eh oui, et je viens de te dire que l'énergie durable sera produite sur place. Donc, la France sera plus autonome. Les couilles libres par rapport au prix du baril. Et puis le rapport de l'ADEME, là, il démontre que la France a un potentiel énorme sur son territoire. Et tu entends ce que je dis, là. Sur son territoire. Oh, mais sur son territoire, mais en produisant localement, on pourra jamais dégager assez de marge pour les actionnaires. Le principe même d'une multinationale est de séparer l'endroit où l'on produit de l'endroit où l'on consomme. Vous imaginez si Total avait dû extraire son pétrole en Europe? Nous n'aurions jamais laissé les populations au milieu des fuites de gaz. Les clients, ça se respecte. Vous imaginez les randonneurs dans le Cantal être surpris par des explosions et des jets de boue de 3 mètres de haut. Non mais comme ça en Afrique, hein, c'est comme ça que ça se passe, hein, vous bien pas. Ou alors, attendez, les Napolitains avoir peur de déclencher une explosion en allumant leur téléphone portable. Comme là-bas. Et puis je parle pas des employés, hein. En Europe, ils ont des droits. Quand c'est pas un code du travail. Non. Parlons sérieusement. Fini les enfantillages. Pour dégager des marges, il faut produire dans un coin où les gens sont très pauvres. Je suis obligé de le dire, pas chiant, hein, et vendre dans un autre endroit où ils sont un peu plus riches, et puis voilà. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Vous voulez dire que vous créez des milliers d'emplois pour ces pauvres populations du Niger? Oui, voilà, exactement, c'est ça. Que les ONG sont bien gentils.
avec leur développement local, mais que cela serait une perte pour les emplois du Sud. C'est ce que vous vouliez dire. Exactement. Combien créez-vous d'emplois dans le delta du Niger? Alors, attendez, une centaine? Sur une population de 300 millions? Oui, auquel il faut ajouter, j'imagine, une multitude de petits boulots auxiliaires. Oui, voilà, une multitude de petits boulots auxiliaires, voilà, c'est... Enfin, ça risque de faire léger. Bon, pas si léger que ça. Notamment, faut que je le dise. Les compagnies pétrolières, dont Total, ont acheté la majorité des entreprises solaires et éoliennes. Ben voilà. Voilà quelque chose de très positif pour ton image. Ben, c'est excellent ça, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Ah, c'est plus compliqué que ça. Vous avez vraiment investi dans le solaire? Ah oui. Total possède Sun Power, le numéro 2 mondial du solaire. Vous voulez dire que Total peut en même temps vanter les avantages d'une maison chauffée au fioul, mais aussi les vertus écolo de l'énergie solaire? Oui, les deux. Je vais vous expliquer. Les compagnies pétrolières ont acheté les entreprises solaires et éoliennes pour mieux maîtriser leur progression. L'avenir est dans le développement durable, hein, nous le savons parfaitement. Nous sommes très bien informés. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Le plan est en 3 parties. Premièrement, nous allons épuiser tout le pétrole de la planète, y compris le pétrole de schiste et le pétrole bitumineux. Tout. Deuxièmement, nous présentons le gaz comme une énergie de transition. Après tout, que les voitures roulent à l'essence ou au GPL, l'argent est toujours pour nous. Troisièmement, quand il n'y aura vraiment plus rien, plus de gaz, plus de pétrole, que la planète sera bien chauffée, surchauffée, dévastée, alors oui, nous laisserons le solaire et l'éolien se développer. Et vous pouvez me croire qu'avec une augmentation de 5 degrés, le solaire va être rentable. Et avec les typhons et les tornades là, qui vont parcourir la planète, les éoliennes elles vont turbiner à fond. Nous aurons gagné le maximum tout du long. Mais quel génie! Mais ça, Luc, faudra pas le dire, hein. Non, Pas devant les médias, hein. Pas devant les médias, je sais. Vous m'effrayez, monsieur Poutané. Ne vous effrayez pas, Madame Régal. Cela sera certainement plus terrible pour certains que pour d'autres. Mais alors il vaudra mieux être resté du côté du pouvoir. Le pouvoir, enfin, les multinationales ne pourraient-elles pas, certes, garder le pouvoir et nous, les politiques, rester à leur remorque, mais enfin avec un peu plus de modération? Madame Régal, soyez réaliste. Des entreprises privées comme Total ou Peugeot n'ont aucune raison de se modérer par elles-mêmes. Et jamais rien ne changera tant que les États auront trop peur de sortir de la croissance et de rendre leurs entreprises moins compétitives. Croyez-moi, restez derrière les puissants. Continuez à nettoyer derrière eux sans les déranger. Si ce n'est pas avec vous, ce sera avec un autre politique. Pensez à mettre vos enfants du bon côté pour l'après-catastrophe. Madame Régal, il faut qu'une force publique impose la modération aux grands groupes privés. Ça, c'est de l'utopie. Mais pas du tout, ça a déjà commencé, monsieur Poutané, et vous êtes bien placé pour le savoir. Une petite ville du Sahara en Algérie, ça vous dit quelque chose? Qui a fait démissionner son ministre de l'énergie quand la toute-puissante compagnie Total a voulu s'implanter pour extraire du pétrole de schiste? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont des hommes, des femmes qui ont fait du porte-à-porte, des enseignants, des étudiants, des cadres d'une compagnie pétrolière nationale qui ont apporté leur expertise. Et tous ensemble, ils ont réussi à s'opposer à monsieur Total et à faire vaciller un gouvernement autoritaire. Oui, mais c'est un cas isolé. Pas du tout. Il y a un peu plus d'1 an, une association basque a contraint la Société Générale à se retirer d'un projet d'extraction de charbon à l'autre bout de la planète en Australie. Ah oui, c'est eux les tarés qui ont jeûné carrément dans les locaux de la banque. Voilà. Oui, monsieur Michon, et ça a marché, et heureusement. Vous savez que ce projet aurait généré un rejet de CO2 dans l'atmosphère équivalent aux émissions annuelles de l'Allemagne. Oui. Et il n'y a pas que les associations qui se mobilisent, les grands groupes aussi. Par exemple, le quotidien The Guardian publie régulièrement les pires pollueurs et leurs financeurs, si bien que certaines entreprises
ont commencé à se retirer des énergies fossiles. Et le groupe fait même pression sur l'énorme fondation Bill Gates, qui est pourtant son propre financeur. Oui, critiquer, dénoncer, ça c'est facile. Mais comme le dit si bien Madame Régal, il n'y a pas d'alternative. Ah, il y a plein d'alternatives. Lesquelles Regardez le tour Alternativa et les multiples propositions qu'il y a eu en novembre dernier. Est-ce que vous savez que sur le territoire national, on peut s'approvisionner en électricité 100% renouvelable déjà aujourd'hui, dans toute la France? Que beaucoup de communes travaillent à leur autonomie énergétique, par exemple. Madame Régal, vous le savez ça? La communauté de communes de Leméné, dans les Côtes-d'Armor. Oui. Bon, eh bien, elles produisent déjà 30% de l'énergie qu'ils consomment. Pas mal. Bon, écoutez, Madame Régal, l'autonomie énergétique, ce serait un désastre économique. Bravo, monsieur Bichon. C'était déjà l'argument qu'on opposait à l'abolition de l'esclavage. Alors oui, il va falloir s'y faire. Les multinationales vont devoir renoncer à quelques milliards de profits. Et oui, Madame Régal, c'est un choix politique. Et il n'y a que ce chemin-là pour réguler le changement climatique et préserver notre planète. Vous m'avez convaincu. Maintenant, manifestez-vous et incitez-moi à le faire. Franklin Delano. Oui, c'est Franklin Roosevelt qui l'a dit.